Aujourd'hui, on va parler d'une école nommée Ivy Ridge et d'un programme scolaire absolument unique. Attention, la vidéo peut heurter la sensibilité de certaines personnes, on va parler de maltraitance sur des mineurs, de torture, et je vais vous diffuser des vidéos assez choquantes. J'en profite pour mettre à disposition plusieurs numéros d'aide pour des élèves ou pour n'importe qui serait victime de harcèlement et de maltraitance. Si certaines des situations dont nous allons parler dans cette vidéo vous semblent familières, de près comme de loin, et que ce soit à l'école ou à la maison, vous n'êtes pas tout seul. Il y a de l'aide à votre disposition, vous n'avez pas à avoir honte de l'utiliser, et vous trouverez plusieurs numéros utiles dans la description. Notre histoire commence avec une jeune femme nommée Catherine Kubler. Elle a 2 ans lorsque sa passion pour le cinéma émerge et c'est en réalité son père qui l'initie en achetant le premier caméscope de la famille et en filmant constamment la vie au sein de la maison. Mais il y a une autre raison pour laquelle son père est obsédé à l'idée de braquer un objectif H24 sur ses filles, c'est à cause de leur mère. Celle-ci est atteinte d'un cancer du sein et sachant qu'elle n'en avait plus pour longtemps, les cassettes vidéo étaient le seul moyen de garder un souvenir de leur maman. Elle enregistre aussi 3 cassettes, une pour chacune de ses filles, et elle leur parle pour laisser une trace après son départ. Une semaine avant les 2 ans de Catherine, le cancer l'emporte, laissant un mari et 3 enfants seuls et dans la souffrance. C'est ce drame qui la toucha de plein fouet qui fera naître en elle 2 choses. Un amour pour la vidéo et aussi un amour pour les conneries. À l'âge de 7 ans, le père de Catherine se remarie avec une belle-mère qu'elle apprécie très peu. À la maison, elle n'a le droit de rien faire, rien dire, et son seul exutoire est finalement sa caméra numérique, avec laquelle elle peut enregistrer des petits sketchs, mais aussi insulter sa belle-mère. Avec une enfance remplie de tristesse et une tension constante à la maison, Catherine commence à se rebeller. Elle boit, elle fume, se barre en douce durant la nuit, elle cherche à être partout sauf chez elle, avec sa madame de Trémène. À 2004 et à court de solution, son père décide de la faire transférer dans un internat catholique situé à plusieurs heures de chez elle dans le Long Island, et ce pour lui serrer la vis et tenter de la recadrer. Et c'est dans cette école que Catherine va faire une erreur. Elle va boire un soda alcoolisé, un acte totalement défendu dans l'enceinte de son école, qui lui vaudra une expulsion. Une petite canette de la marque Mike's qui va bouleverser sa vie à tout jamais. Catherine était dans le bureau de son proviseur lorsque tout a commencé. Elle attendait son père qui lui avait dit qu'il faisait la route depuis Washington pour venir la récupérer. Le problème, c'est que lorsqu'on vient la chercher, ce n'est pas son père qui entre, mais 2 hommes avec une paire de menottes en main qui lui demandent de la suivre. Ils lui expliquent qu'ils ont été payés par son père pour l'emmener dans son nouveau lycée où elle continuera ses études. Catherine est alors menottée et conduite de force à Ogdensburg à New York où elle arrive à 3h du matin dans son nouvel établissement. C'est plus précisément un pensionnat. Il fait nuit, elle a peur et plusieurs des membres du personnel s'empressent de venir la chercher pour la faire entrer dans Ivy Ridge. Elle dépose ses affaires, se retourne pour aller chercher le reste de ses bagages, mais un employé la tire de force à l'intérieur et l'empêche de sortir. À partir de maintenant, tu n'es plus autorisé à sortir. On s'en occupe. C'est précisément à ce moment-là que Catherine va comprendre que Ivy Ridge n'est pas une école comme les autres. C'est un établissement avec un fonctionnement et des règles très strictes, bien plus strictes que son lycée catholique duquel elle venait d'être renvoyée. Elle découvre donc la première des nombreuses règles de sa nouvelle école, il est interdit de sortir du bâtiment. Elle tente de répliquer, mais c'est alors qu'on lui apprend la 2e règle fondamentale d'Ivy Ridge, il est interdit de parler. Catherine est ensuite amenée par 2 membres du personnel au dortoir, où elle y voit une scène assez étrange. Les élèves dorment dans les couloirs. Par terre, les lumières allumées et avec comme seul confort un vieux matelas. Ils ont tous les mains en l'air et sont surveillés par du personnel. Catherine est alors emmenée dans un toilette où 2 hommes lui demandent de se déshabiller complètement. Ils lui demandent de tousser, de sauter sur place et lui font une fouille à nu. Elle est ensuite conduite sur un matelas, assistée par une employée qui la surveillera jusqu'au matin. Autant vous dire qu'à ce moment-là, Catherine se demande vraiment où elle a bien pu atterrir. Et croyez-moi, ce n'est vraiment que le début de son cauchemar. Située dans l'Upper New York, l'académie Ivy Ridge est vendue aux parents comme un centre d'éducation isolé de toute distraction, avec un cursus académique solide et où d'importantes valeurs sont transmises aux élèves, comme l'honneur, la responsabilité, l'intégrité, mais surtout et de loin la plus importante, le respect de l'autorité. Visant les parents qui n'en pouvaient plus de leurs ados, le programme est vendu comme une solution efficace contre les enfants turbulents et téméraires, avec comme seul slogan « de l'amour à la dure ». Le déroulé des événements était simple et le même pour tous,
Après avoir payé pour leur inscription, les futurs élèves étaient réveillés au beau milieu de la nuit, tirés de leur lit par 2 colosses en polo qui leur passaient les menottes et les conduisaient sur le campus d'Ivy Ridge. Personne n'était prévenu en avance. Ni les familles, ni les enfants n'étaient au courant de la date et de l'heure du service de transport. Et habituellement, c'était aux heures les plus tard, genre 3h du matin, pour bien casser les ados dès le début et leur faire comprendre ce qui allait leur arriver. Une fois sur place, tout le monde passait par la fouille à nu, puis on leur coupait les cheveux, filles comme garçons, si la coiffure ne respectait pas les règles d'Ivy Ridge. Et vous allez voir que ça aura son importance pour la suite. Je me tenais les seins et les parties intimes. J'ai été fouillé à nu par 2 hommes, on m'a demandé de sauter, j'essayais de me cacher avec mes mains en même temps. J'ai dû me baisser et tousser, puis on m'a ramené un gobelet pour y faire pipi. J'essayais de me couvrir avec une main pendant que je faisais pipi, mais on voyait tout. J'avais 15 ans. Ce témoignage assez bouleversant nous vient d'une élève d'Ivy Ridge, mais aussi d'une des meilleures amies de Catherine. Elles se sont connues en 5e année avant même d'être internées. Elles sont donc à la fois choquées et soulagées de se retrouver par hasard dans les couloirs de ce qui sera, pendant plusieurs mois, un véritable enfer sur terre. Règle 3, il est interdit de nouer des liens avec d'autres élèves. Lors de son arrivée, on assigne à Catherine un compagnon d'espoir. Il s'agit d'un élève ayant plus d'ancienneté, dont le but est de vous apprendre les nombreuses règles d'Ivy Ridge. Le règlement de l'école est extrêmement long et strict, et il compte plus d'une centaine d'interdictions, comme par exemple interdit de parler, interdit de regarder par la fenêtre, de croiser le regard d'un autre élève, de toucher quelqu'un d'autre. Il est obligatoire de pivoter à chaque coin de mur et de marcher en formation militaire. Le maquillage et le rasage sont interdits, les cheveux longs doivent être noués ou tressés, et les cheveux tombant au naturel seront coupés. Il est interdit de regarder son reflet dans un miroir, et aux toilettes, la porte doit rester ouverte et un employé doit être à proximité pour vous contrôler. Il est interdit d'avoir des flatulences sans autorisation préalable, les clins d'œil et sourires sont aussi interdits, sous peine de recevoir un blâme. Mais du coup, il y a une question qui se pose. Si toutes ces règles extrêmes sont en vigueur, comment peut-on faire pour que n'importe quel adolescent en pleine crise d'autorité puisse suivre toutes ces obligations et interdictions à la lettre? Eh bien ça, c'est grâce au deuxième coup de génie d'Ivy Ridge. Votre réussite et votre temps d'incarcération est régi par des points. Lorsqu'un élève entre à Ivy Ridge, il est au niveau 1, le plus bas, avec 0 points. Vous étiez alors fouillé à nu, on vous faisait faire des tests de grossesse, des tests de dépistage antidrogue, vos effets personnels étaient saisis et vous n'aviez absolument aucun droit humain basique. Bien sûr, vos conditions de vie peuvent drastiquement changer si vous acceptez de jouer. En respectant les règles, vous pouviez augmenter de niveau et gagner certains droits, mais ça, on va y revenir très vite. Au contraire, si vous enfreignez une règle, que ce soit parler, sourire ou ne pas pivoter lorsque vous marchiez dans un coin de mur, vous receviez un blâme et on vous retirait 5, 10 ou 15 points en fonction de la gravité. Le but était de toujours rester en positif ou au moins de retomber à 0. Et si vous ne retombiez pas à 0, vous étiez en dette de points. Et il fallait alors payer votre dette. Vous étiez envoyé en call pour récupérer vos points et à partir de 200 points, vous passiez au prochain niveau. Le niveau 2 vous permet d'avoir une barre chocolatée 2 fois par semaine à condition de ne pas vous prendre de blâme, sous peine de perdre les points et de redescendre au niveau 1. Au niveau 3, soit 1000 points, qui pouvaient être atteints après environ 2 mois et demi sans blâme, votre vie changeait radicalement. Vous aviez le droit à 15 minutes d'appel avec vos parents une fois par mois. Ah oui, et je l'ai pas précisé, mais au niveau 1 et 2, il est impossible d'avoir un contact avec votre famille, et ce que ce soit par lettre, par téléphone ou encore moins en face à face. Vous aviez aussi le droit de porter une montre, de travailler en cuisine, gratuitement bien évidemment, et même si ces privilèges semblent se rapprocher vaguement d'une vie normale, ça ne l'était pas du tout. Par exemple, les appels autorisés une fois par mois avec les parents étaient écoutés, et si vous ne faisiez pas de bonnes pubs pour l'école, on vous supprimait votre droit de leur parler. C'est une excellente technique lorsqu'on veut contrôler le narratif et garder les parents dans le flou quant aux tortures que vivent leurs enfants. D'ailleurs, les lettres étaient aussi scrutées par le personnel pour éviter que toute information qui entraverait la réputation de l'école ne soit dévoilée. Catherine a d'ailleurs reçu un blâme pour s'être plaint du programme et avoir demandé à rentrer à la maison, et on l'a alors accusée de manipulation vis-à-vis de ses parents. Les niveaux 5 et 6 sont en revanche beaucoup plus intéressants. Vous avez le droit de parler, de détacher vos cheveux, de vous raser, de vous maquiller, regarder par la fenêtre, de travailler gratuitement pour l'école et même de corriger les élèves des niveaux inférieurs. Sauf que le programme ne vous laisse pas si facilement atteindre ces niveaux et vous allez très vite comprendre pourquoi. Le quotidien de Catherine et des élèves en général était extrêmement compliqué. Vous aviez 2 paires de pyjamas, un uniforme, du gel douche et une brosse à dents, et tout autre effet personnel était illégal. De plus, vous dormiez par 4 dans une chambre avec l'interdiction formelle de discuter avec eux, sous peine de prendre un blâme de 50 points. Les filles et les garçons étaient bien évidemment séparés, et si vous aviez le malheur de croiser quelqu'un du sexe opposé, il était totalement interdit de le regarder, sous peine encore une fois
de prendre un blâme. Les dortoirs étaient séparés du reste de l'école. Catherine était assignée au dortoir 1, qui se trouvait dans un autre bâtiment. Il fallait donc sortir pour le rejoindre, mais attendez, sortir du bâtiment est totalement interdit par la règle numéro 1. Heureusement, Ivy Ridge avait prévu le coup. Matin et soir, un bus scolaire récupérait les élèves et faisait la navette entre les différents édifices. Et ce, pour empêcher les élèves de s'échapper ou de profiter de l'extérieur. Le dortoir 1 et l'édifice principal sont séparés par un chemin de 100 mètres. L'école interdit 100 mètres de marche à l'extérieur chaque jour. Certains bâtiments sont même directement reliés par des couloirs qui traversent les champs pour être sûr que les jeunes n'aient pas besoin de se rendre à l'extérieur. Ils passaient leur vie enfermés. Et pourtant, aucun parent sain d'esprit n'aurait envoyé son enfant dans un endroit pareil. Alors pourquoi l'avoir fait? Vous vous en doutez, mais Ivy Ridge se montre sous un tout autre jour lorsqu'il s'agit de faire de la publicité. Ivy Ridge est situé sur un campus de 95 hectares, comportant beaucoup d'espaces de divertissements extérieurs ainsi que des chemins de randonnée. La communication, la publicité et la production de contenu qui sera montré aux parents d'élèves et surtout aux futurs inscrits se déroulent lors d'une journée où les élèves peuvent parler, rigoler, s'amuser et manger de la nourriture correcte. Et c'est lors de cette journée que toute la pub d'Ivy Ridge est produite. Des élèves qui s'éclatent, qui se marrent et qui font des activités. Le quotidien quoi. Mais lorsque cette journée se termine, la vie reprend son triste cours. Une des élèves et amies de Catherine s'appelait Diana. Elle subissait un triste jeu pratiqué par les employés de l'école. Après avoir résisté et s'être rebellée, on a créé Qui va briser Diana. Le jeu est simple, vous ne lui faites aucun cadeau. Diana sera rapidement envoyée dans le programme d'intervention, une punition réservée aux élèves comme Diana. Aux téméraires. Vous êtes emmené de force dans une salle minuscule d'à peine 2 mètres carrés, assis sur une chaise. Vous devez alors fixer un mur et vous faites ça pendant des heures. Si jamais on ne vous aimait pas, on vous faisait coucher sur le ventre, les mains et les jambes écartées, le menton sur le sol, et vous restiez comme ça pendant des heures. D'ailleurs, faut savoir que ça porte un autre nom, cette pratique, de la torture, sur des mineurs. Mais si jamais le personnel se trouvait à bout de position dans la chambre d'intervention, il restait une dernière étape, le challenge. Le challenge, comme son nom l'indique, consistait à vous faire souffrir pendant très longtemps. Diana a par exemple dû endurer le fardeau de la boîte à merde. Le concept est assez simple. On vous donne un carton de déménagement, sans poignée, rempli de ramettes de papier extrêmement lourdes. Avec une seule règle, vous ne pouvez jamais poser la boîte à merde. Que vous soyez en train de vous rendre en classe, en train de courir en sport ou aux toilettes, la boîte à merde doit rester dans vos mains. Et ce, quoi qu'il en coûte. Et ce fardeau, Diana, elle va l'endurer pendant 2 semaines. 2 semaines à porter une boîte de plusieurs kilos à bout de bras et le personnel en arrivera même à envoyer un mail pour prévenir les autres employés. Si vous voyez des bleus sur les bras de Diana, c'est tout à fait normal. C'est la boîte à merde. Cette expérience traumatisante lui a néanmoins permis de développer une force de caractère hors du commun. Et à la fin de son calvaire, elle soulèvera même la boîte à merde au-dessus de sa tête, comme pour dire qu'elle avait triomphé face à l'adversité. D'ailleurs, vous allez très vite voir que même les classes ne ressemblent en rien à ce qui se rapproche même d'un cours normal. Tous les élèves sont assignés à un ordinateur avec l'interdiction de décrocher les yeux de l'écran, tant que celui-ci est allumé. Pas de leçons, pas d'enseignants spécialisés, juste un professeur, et vous allez voir plus tard pourquoi est-ce que je dis professeur. L'apprentissage se fait exclusivement sur un logiciel en ligne, daté et totalement incomplet. Les élèves doivent bêtement répondre à des questions et résoudre des problèmes, et essayer en boucle jusqu'à trouver la bonne réponse et pouvoir passer au niveau supérieur. Si vous avez une question, vous avez en tout droit à maximum 300 secondes d'aide, ce qui fait environ 5 minutes. Au-delà de ça, vous étiez tout seul. Et ce n'est pas le seul problème avec l'éducation. Cet homme, c'est le directeur d'Ivy Ridge, Jason Finlayson. Mais c'est aussi un abruti fini, ainsi que leur professeur de sciences. Incapable d'expliquer ou de démontrer la moindre connaissance sur le sujet, il était néanmoins enseignant et directeur d'Ivy Ridge. Et c'était comme ça pour beaucoup d'enseignants. En réalité, aucun des professeurs à Ivy Ridge n'avait de diplôme. D'ailleurs, les mails envoyés aux parents étaient bourrés de fautes, comme celui-ci où il est écrit que les thérapistes dans l'établissement sont certified. Cherchez pas, ça veut rien dire. C'est l'équivalent de dire certifié ou certifié. Enfin bref, vous voyez que le niveau d'éducation des gens qui bossent là-bas est pas fameux. Parmi les employés d'Ivy Ridge, certains noms ressortent plus souvent que d'autres. C'est notamment le cas pour celui de George Tulip. Un véritable enfoiré. Il était directeur de la section garçons et autant vous dire qu'il prenait son rôle beaucoup trop à cœur. On le voit ici agresser un élève pour lui raser la tête. Mais ne vous en faites pas, c'était tout à fait normal. C'est ce qu'ils appelaient
Les contentions. Les contentions sont des actes de maintien de l'ordre pratiqués par Georges Tulip ainsi que les employés. Étant donné que la section des garçons avait plus tendance à se rebeller, Ivy Ridge a décidé d'y mettre une salle de correction, et celle-ci n'était pas équipée de caméras de surveillance. Si tu rentrais dans cette salle, c'était fini pour toi. On te cassait la gueule, on te balançait contre les murs et on te cognait la tête contre les radiateurs. Quentin, un élève du programme, raconte son calvaire dans cette fameuse salle. On m'a servi 2 morceaux de pain et un verre de lait pendant 2 semaines. Quentin a été assis sur le bord d'une chaise qui ne pouvait pas être plus de 3 cm, autrement dit sur le rebord. Les pieds joints, les bras tendus, il était interdit de se voûter. On vous posait des questions et avec l'épuisement, si vous vous trompiez, vous étiez reparti pour 2 heures de plus à fixer une brique d'un mur. Il est alors attaqué par un employé pour s'être trop voûté sur sa chaise. En voulant se défendre, il est plaqué au sol et ressort la bouche en sang. Personne ne lui donnera les soins médicaux dont il avait besoin. Malheureusement, du côté des filles, c'est pas beaucoup mieux. Pour celles qui tentaient trop de se rebeller ou qui ne pliaient pas sous le poids du programme et des règles, elles devaient prendre quotidiennement des médicaments prescrits par l'école. Il s'agissait de médicaments visant à les zombifier, à les rendre inaptes à se défendre ou à entreprendre quelconques actions qui pourraient nuire à Ivy Ridge et à son bon fonctionnement. Diana raconte une fois où elle refusait de prendre ses médicaments. Un employé qui devait faire 50 kg de plus qu'elle l'a alors fait tomber par terre, l'a maintenue au sol tout en s'asseyant sur sa poitrine et lui a alors pincé le nez tout en maintenant la bouche fermée pour l'empêcher de respirer. Diana va perdre connaissance plusieurs fois avant de finalement se raviser et avaler ses médicaments. Elle est certaine que si elle n'avait pas cédé ce jour-là, elle ne serait plus là pour en parler. Bien que l'incident a été retranscrit par des témoins, aucune action ne sera prise. C'est juste un incident qui a été documenté parmi tant d'autres. Une autre employée, que l'on nommera Cassie, avait une stratégie bien ficelée pour arriver à ses fins avec les jeunes élèves d'Ivy Ridge. Son plan était plutôt simple. Elle se rapprochait d'une fille et la couvrait d'attention, de gentillesse et de compliments pendant un certain temps. Un comportement inexistant à Ivy Ridge qui plaisait beaucoup et qui était naturellement le bienvenu. Et un beau jour, plus rien. Les filles étaient complètement ignorées, elles ne recevaient plus aucune attention de Cassie et se sentaient délaissées. Puis arrivait la phase finale du plan. Cassie revenait vers les filles après quelques semaines et forcément complètement crédules, les élèves s'imaginaient avoir retrouvé leur relation d'amitié avec cette femme et étaient donc enclins à dire oui à n'importe quelle faveur pour garder cette relation, quitte à dire oui à des demandes plus qu'amicale. Elle commençait par des contacts physiques, des caresses sur les bras, puis des câlins, et se comportait d'abord comme une deuxième mère. Et puis, on l'a retrouvée avec des jeunes filles dans son lit. On ne connaît pas le nombre exact d'élèves qu'elle a abusé sexuellement, et bien entendu, l'école s'en fichait totalement. Et pour celles qui tentaient de se défendre, elle traitait les jeunes filles de menteuses pour éviter les problèmes. Que ce soit Noël, Nouvel An ou les vacances scolaires, tout le monde était coincé, enfermé dans cet enfer, à se demander quand papa-maman va venir les chercher. Et puis la famille d'Ivy Ridge s'est agrandie. Un beau jour, l'école reçoit de nouveaux élèves et explique qu'ils viennent d'une autre école similaire nommée Casa by the Sea. D'après la brochure, on y fait du cheval sur la plage et on y enseigne le développement personnel. Et vous vous en doutez, mais les apparences sont trompeuses. Et Casa by the Sea cache elle aussi un sombre secret. L'école est implantée au Mexique et derrière ses allures paradisiaques, c'est un véritable enfer, en tout point comparable avec Ivy Ridge. Un élève transféré depuis la Casa by the Sea raconte avoir été enfermé plusieurs jours seul dans une pièce parce qu'il était addict au crack. Ils l'ont alors laissé se désintoxiquer seul dans une pièce et sans surveillance médicale ou d'un adulte. Lorsque le gouvernement mexicain apprend l'horreur qui se déroule à Casa by the Sea, une unité d'élite est envoyée, armée de fusils d'assaut, et font sortir tous les élèves, seulement pour les conduire dans un bus et les transférer à Ivy Ridge. Et cette décision n'a pas été prise par n'importe qui. WASP est le nom de l'organisation qui s'occupe des programmes disciplinaires des enfants difficiles. Il existe plusieurs centres comme Ivy Ridge, en Jamaïque par exemple avec Tranquility Bay, au Costa Rica avec Academy Ranch, et plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs été fermés pour torture sur des élèves. Lorsque Casa by the Sea ferme ses portes pour maltraitance, les élèves envoyés à Ivy Ridge viennent saturer encore plus l'école, obligeant même certains enfants à dormir à même le sol, attrapant au passage des mycoses, des conjonctivites et toutes sortes de maladies pas très cool qui n'étaient évidemment pas soignées par le personnel médical, puisque celui-ci était tout simplement inexistant. Néanmoins, l'arrivée de nouveaux élèves a eu un impact bénéfique. La révolution.
Nous sommes du côté garçon lorsque tout commence. Après avoir appris que les autorités mexicaines ont définitivement mis un terme à Casa by the Sea, une idée germe dans la tête des élèves d'Ivy Ridge. Et s'ils pouvaient reproduire ce même schéma ici? Et si on pouvait faire tomber ce système dictatorial et retrouver notre liberté? Et c'est comme ça que la révolte a commencé. Un élève déclenche l'alarme incendie pour ouvrir automatiquement les portes. Les sirènes retentissent dans toute l'école, les garçons se ruent sur les employés, cassent les ampoules des couloirs, brisent les vitres avant d'arriver sur un surveillant, mais bien plus nombreux et motivés, ils créent une brèche, ils bousculent l'homme et se dispersent dans les couloirs. Il tentera d'en intercepter quelques-uns qui se défendent et en viennent aux mains. En bonne voie, les élèves continuent leur ascension et ont un plan en tête: trouver la salle d'informatique. En effet, c'est là-bas qu'ils y font tous leurs cours, et s'ils la détruisent, ils se disent que sans ordinateur, Ivy Ridge n'existe plus. Et pourtant, un phénomène assez étrange se produit. Affaibli et affamé, tout le monde se précipite dans une autre pièce: les cuisines. Alertée, la police des frontières arrive rapidement sur place, jette des fumigènes et récupère les élèves qui s'étaient échappés pour les ramener au centre, et d'autres finiront même en prison pendant plusieurs mois. Un endroit qu'ils appelleront un hôtel Hilton 5 étoiles comparé aux conditions de vie d'Ivy Ridge. Une fois l'émeute sous contrôle et les élèves ramenés au dortoir, le moral est au plus bas. Leur seul échappatoire venait de leur filer entre les doigts, et forcés de se rendre à l'évidence, le seul moyen de sortir un jour de cet enfer sera de finir le programme. Alors en avant toutes vers les prochaines étapes, le séminaire. La définition du séminaire était simple. C'est l'utilisation de techniques de lavage de cerveau et de modification du comportement dans le but d'influencer les élèves et de les enfermer encore plus dans cette spirale infernale. Une fois toutes les 6 semaines, l'école envoyait les étudiants en séminaire afin de les dégrader, de les humilier et de les briser encore un peu plus. Les techniques employées étaient variées et avaient déjà fait leurs preuves. Ramper au sol, frapper par terre avec des bâtons. En l'occurrence, Ivy Ridge mettait à disposition des serviettes enroulées de scotch pour éviter qu'ils ne s'en servent pour blesser un professeur. Les séminaires sont obligatoires pour compléter le programme. Autrement dit, si vous craquiez et ne terminiez pas un séminaire, il fallait le reprendre jusqu'à ce qu'il soit validé pour poursuivre votre cursus scolaire. Et vous vous en doutez sûrement, mais ceci était tout simplement abominable mentalement, et surtout redoutablement efficace. Les élèves étaient plongés dans un état de privation sensorielle, en calfeutrant toutes les fenêtres et en les plongeant dans le noir total. Ils étaient aussi privés de nourriture afin de les déstabiliser encore plus, et si vous aviez le malheur d'échouer à un atelier ou un exercice, vous étiez immédiatement expulsé dans une autre pièce. Le point de rupture, comme son nom l'indique, avait comme unique but de briser les élèves. La tâche était assez simple: s'asseoir sur une chaise et chanter une simple comptine d'enfant. Pomme vers le haut, pomme vers le bas, pomme joint, pomme écartée. Cet exercice devait être exécuté sans s'arrêter, en boucle, sans pause, pendant 8 heures. Plusieurs élèves rapportent avoir eu l'impression que leur corps les lâchait et que leur âme était expulsée de leur corps, tellement la torture psychologique était intense. Pomme joint, pomme écartée. Ces tortures psychologiques ne sont pas sorties de nulle part, elles sont en fait directement tirées de l'ECGG, l'expérience de conscience en grand groupe. Devenue très populaire durant les années 60, ces techniques étaient exploitées par certaines personnes ou groupes pour gagner de l'argent en offrant aux gens ce qu'ils appelaient des techniques de grand éveil. Ces manipulations étaient utilisées à Ivy Ridge pour contrôler les élèves. De plus, beaucoup d'informations privées avaient été compilées par l'école, de sorte à connaître le passif de chaque individu, ce qui permettait de pouvoir les briser émotionnellement. Diana raconte que l'école était au courant de la mort de son père dans un accident de voiture quelques années plus tôt, et que lors du séminaire, ils lui ont répété régulièrement que celui-ci était mort par sa faute, que le monde serait meilleur si elle était morte avec lui dans cet accident de voiture, et ils sont allés jusqu'à l'envoyer en colle pour lui faire écrire une punition qui disait simplement: c'est ma faute, j'ai tué mon père. Imaginez une seconde le bilan mental de Diana après avoir été forcée à écrire une chose aussi horrible. Mais le harcèlement va plus loin. Les jours suivants, l'école fait faire un badge spécialement pour Diana. Celui-ci est frappé de la mention suivante: mistake, autrement dit erreur, pour lui rappeler que c'est une erreur que Diana ait survécu et pas son père. D'ailleurs, son prénom est à présent interdit dans l'école. Si quelqu'un doit lui adresser la parole, ce sera uniquement sous le nom erreur. Diana n'existe plus à Ivy Ridge. Mais il n'y a pas que les techniques de manipulation et de torture mentale qui découlent d'une pratique externe, comme le CGG. En réalité, l'essence même d'Ivy Ridge tire ses origines d'une entité bien plus sombre: Synanon.
Synanon est un programme bien plus ancien qu'Ivy Ridge. C'est lui qui a popularisé et monétisé ce qu'on appelait la jeunesse à problème. Votre ado ne vous écoute plus? Il vous manque de respect? Sort jusque tard le soir et a de mauvaises fréquentations? Synanon House est la solution qu'il vous faut. Créé en 1958 à Santa Monica, le centre est d'abord basé sur le traitement des addictions à l'héroïne. L'idée est simple, pendant 24 heures, vous vous faites gueuler dessus, insulter, abuser verbalement et vous craquez. Et lorsque vous êtes au plus bas, Synanon vous aide à vous relever, sous condition que vous acceptiez leur idéologie et leur manière de fonctionner. En gros, c'est une secte. Après l'arrêt du programme, les membres fondateurs de Synanon ont décidé de réitérer l'expérience dans d'autres sujets plus à la mode, comme par exemple l'éducation des ados difficiles. Fragiles, anxieux et révoltés, ils ne seront pourtant que d'importance secondaire. La vraie cible du programme vise principalement les parents. On a très vite remarqué qu'à cette époque, une mode était grandissante en matière d'éducation. L'amour à la dure. En gros, on apprenait aux gens qu'il fallait gueuler sur ses enfants, être extrêmement ferme et surtout, il ne faut pas hésiter à les humilier pour obtenir le graal de tout bon parent, l'obéissance. C'est sur ce courant idéologique qu'une entité va fonder absolument tout son modèle économique, en créant des écoles à programme disciplinaire. J'ai nommé la WASP. Et c'est là que tout prend son sens. Lorsqu'on prend un peu de recul, on se rend compte que Casa by the Sea possède le même modèle économique que Ivy Ridge, lui-même identique à Majestic Ranch ou à Middle West Academy. Et toutes ces écoles de maltraitance d'enfants ont un point commun. Elles appartiennent toutes à une seule entreprise, la WASP. Worldwide Association of Specialty Programs and Schools, l'association mondiale des écoles et programmes spéciaux. Molly était une amie de Catherine à Ivy Ridge. Son petit frère avait été envoyé à Majestic Ranch et les résultats ont tellement plu à ses parents qu'ils ont décidé de l'envoyer elle aussi dans l'une des nombreuses écoles de la WASP, à Ivy Ridge. C'était une excellente élève, sérieuse dans son travail et qui n'a jamais touché ni à l'alcool, ni même à une cigarette, et encore moins à la drogue. Elle n'avait pas grand chose à faire entre ses murs, et si ça n'avait pas été à cause de la capacité de la WASP à manipuler les parents, elle aurait très certainement suivi un cursus dans une école normale, et elle aurait même eu un parcours académique remarquable. Sauf qu'elle était dans tout sauf une école normale. Lors de l'arrivée d'Alexa dans le programme, on lui a demandé de faire un test de dépistage anti-drogue. Selon l'école, ce test s'est avéré être positif, malgré les objections d'Alexa qui clamait son innocence et répétait à ses parents qu'elle n'avait jamais touché à quoi que ce soit. Sous la pression de l'école, la jeune élève craque. Elle est alors obligée par les employés d'avouer qu'elle a fumé, bu, pris de l'héroïne, du crack et toutes sortes de choses qu'elle ne savait même pas prononcer. Elle était innocente. Mais Ivy Ridge en avait décidé autrement. Comme elle, pour valider le programme et prouver au monde entier que celui-ci fonctionne, les élèves devaient avouer des choses ahurissantes qu'ils n'avaient jamais fait, comme par exemple d'avoir eu des relations sexuelles avec des chiens, ou encore d'offrir des faveurs intimes à des inconnus en échange de substances, ou même encore qu'ils se piquaient avec des aiguilles jusqu'à l'œil partout sur le corps tellement ils étaient addicts. Et forcément, une fois l'aveu entendu par les parents, vous passiez au niveau suivant. Et là vous aviez l'air miraculeusement guéri, du jour au lendemain. Et ça sans que personne ne sache que vous étiez totalement innocent depuis le début. Pour Alexa, ce calvaire n'est néanmoins pas terminé. En interne, elle est surnommée par les employés la pute à crack. Et s'est retrouvée obligée d'annoncer qu'elle avait sucé des bites pour du crack, malgré son test de dépistage qu'elle finira par retrouver des années plus tard avec la mention négatif. Personne ne l'a cru, et pourtant, elle avait raison. L'aveu qu'elle avait fait sous la pression de l'école est gravé à jamais dans la tête de ses parents et de ceux qui l'ont écouté ou visionné dans les publicités plus tard. Et d'ailleurs, ces publicités visent à démontrer l'efficacité du programme. 6 mois après ses débuts, Catherine assiste au PE1, le parent-élève 1, une rencontre entre les enfants et leurs parents qui se retrouvent après 6 mois sans communication hors lettres et appels téléphoniques pour ceux qui auraient atteint les niveaux supérieurs. Catherine a le droit à quelques heures avec ses parents et avec sa sœur. Mais bien sûr, elle a interdiction formelle de révéler ce qui se passe vraiment dans le programme ou de se plaindre de l'école, sous peine d'être immédiatement renvoyée au niveau 1 et de retomber à 0 points. D'ailleurs, les parents aussi sont pieds et poings liés. Lors de la signature du contrat pour le programme d'Ivy Ridge, ils s'engagent à ne pas sortir leurs enfants du programme, et ce avant d'avoir atteint leur diplôme. De plus, un référent leur est attribué, qui fait la liaison entre les parents et les enfants. De cette façon, les employés peuvent manipuler et mentir aux parents en divulguant et modifiant des informations quant à ce qui se passe réellement sur le campus. On a retrouvé des documents que possédaient les référents avec des objections préécrites. Si jamais un parent soupçonnait l'école de maltraitance ou de toute autre chose qui aurait pu fuiter, les référents avaient un script à lire pour rassurer les parents. Il y a même une ligne qui explique que les enfants sont des menteurs, et que s'ils sont capables de mentir à propos de leurs parents, ils sont aussi capables de mentir à propos de l'école, et qu'il ne faut donc pas écouter leurs appels à l'aide s'ils se plaignent d'être torturés. Si vous aviez la chance d'atteindre les derniers niveaux,
Vous aviez droit à une sortie hors de l'école non supervisée. Les seules règles étant de rester à moins de 2 heures d'Ivy Ridge et de rentrer avant 20h. Du moins, ça c'était les règles connues de tous. En réalité, l'école faisait signer un contrat aux élèves avant leur départ, avec toutes sortes d'interdictions, comme l'interdiction de boire du café, des cappuccinos, des lattés, de téléphoner ou d'interagir avec un ami, mais surtout, interdiction de demander à rentrer à la maison. En gros, on évite toute possibilité de faire fuiter la réalité de ce qui se passe derrière les murs d'Ivy Ridge et de laisser croire aux parents que leurs enfants sont épanouis, que ce qu'ils ont devant les yeux est la réalité, ni plus ni moins. Comment ces programmes ont-ils réussi à convertir autant de personnes? Et surtout, comment ont-ils réussi à torturer tellement d'enfants dans l'indifférence générale? Il faut comprendre que c'est une stratégie bien huilée. Des publicités et des brochures étaient distribuées dans tout le pays. Des séminaires et des réunions étaient organisés où l'on expliquait aux parents qu'au vu du comportement de leurs ados, ils allaient très probablement se tuer dans très peu de temps et que pour éviter cette catastrophe, la seule alternative était de les inscrire dans l'un de leurs programmes. Une fois les parents convaincus par la propagande, ils convertissaient d'autres parents, qui eux-mêmes convertissaient d'autres amis à mettre leurs enfants à Ivy Ridge et sans s'en rendre compte, ils entrent dans une secte et contaminent tout leur entourage. La cerise sur le gâteau, c'est que si vous convainquiez un ami à inscrire son enfant, vous profitiez du système de parrainage et receviez un mois gratuit. Mais vous allez voir que ça va encore plus loin. Un document était partagé aux adhérents pour éviter tout problème. Il stipulait que leurs enfants essaieront de les manipuler en leur racontant des mensonges sur le programme et essaieraient de jouer sur la corde sensible et qu'il ne fallait surtout pas céder. Les référents étaient même tenus de signaler tout parent qui montrait des doutes vis-à-vis du programme ou qui envisageait de retirer son enfant d'Ivy Ridge. C'était une secte, une toile d'araignée collante, qui accrochait tout le monde sur son passage et ne pouvait être remis en cause, sous peine d'en subir les conséquences, la mort de votre enfant, parce que vous n'avez pas su la laisser être changée en une personne meilleure par le programme. Encore plus sombre, l'école scrutait chaque lien entre les parents. Il existait même un groupe internet où les parents pouvaient discuter et partager leurs ressentis par rapport à l'école. Bien entendu, seuls les membres qui avaient démontré leur adoration et leur fidélité à Ivy Ridge avaient le droit d'y poster. Lorsque les élèves arrivent au niveau 5, ils avaient une autre mission propre à leur niveau, ils avaient l'obligation de contraindre d'autres élèves, physiquement et moralement. Les racines de la secte se solidifiaient lors du passage au niveau 5. À ce moment-là, vous faisiez partie intégrante de la famille d'Ivy Ridge. Vous aviez le droit de faire des contentions sur les autres, d'insulter ceux des niveaux inférieurs, et étaient à présent respectés par les membres du personnel. En arrivant au niveau 6, c'est la fin. Vous receviez votre diplôme et tout se termine. Sauf que nous en fait. Et si je vous disais que tout ça, toutes ces souffrances, ces contentions, ces tortures, ces injustices, les niveaux, les points, tout ça, ils l'ont enduré pour rien. Catherine a été sortie du programme par son père après 15 mois. Il s'était rendu compte qu'Ivy Ridge n'était pas aussi rose qu'on le disait. Néanmoins, Catherine a vécu pendant des années avec de l'anxiété chronique. Elle était incapable de subir le regard des autres, elle stressait rien qu'en allant commander au drive d'un restaurant rapide et ne pouvait se faire d'amis nulle part à cause de son comportement antisocial. Mais qu'en est-il de ceux qui n'ont pas eu la chance d'être sortis du programme? Que sont devenus ceux qui ont réussi à obtenir leur diplôme d'Ivy Ridge? La réponse, elle est toute simple et elle se résume en un seul mot. Rien. Lorsqu'Ivy Ridge est construite dans la petite ville d'Ogdensburg, celle-ci tombe déjà en ruine. Les habitants y sont pauvres et les conditions de vie difficiles. Il n'est alors pas très compliqué de trouver des employés qui travailleront sans broncher pour un salaire, même si leur métier consiste à frapper, humilier et torturer des ados. Beaucoup des habitants de la petite ville seront engagés par Ivy Ridge, qui devient le plus gros employeur, profitant d'ailleurs de la protection de la ville, l'école étant la plus grosse source de revenus. L'embauche est aussi très biaisée. L'école explique que tous les étudiants sont envoyés ici car ils sont dangereux, violents et qu'Ivy Ridge est en quelque sorte leur dernier espoir avant la prison, voire pire. Lorsqu'il manquait de personnel, c'est les enfants eux-mêmes qui allaient travailler à titre bénévole, bien évidemment. Étant donné que le programme n'avait aucun cursus scolaire, de simples monsieur et madame tout le monde faisait office de professeur. Ajoutez à ça le travail forcé des enfants non rémunérés, qui consistait à nettoyer l'école, faire à manger et tondre le gazon, et vous obtenez un système ultra profitable, où la WASP gagnait plus d'1,5 million de dollars par mois sans personnel qualifié, et surtout sans personnel tout court. Mais toute cette magouille provoquait un problème de taille. Que vaut réellement un diplôme d'Ivy Ridge si personne n'est qualifié ? Lorsque les autorités s'intéressent au programme, ils se rendent vite compte que les diplômes de fin de cycle décernés par Ivy Ridge ne valent pas grand chose. Il n'y a aucune reconnaissance légale, aucune affiliation avec n'importe quel autre programme ou université aux États-Unis, et surtout, il n'est absolument pas certifié par le gouvernement. Il s'agit d'un simple bout de papier
sans valeur. Et pourtant, les membres de la WASP ne se cachent pas de remettre en main propre les diplômés de chaque élève ayant souffert le martyre pour en arriver là. Plus c'est gros, plus ça passe. Ils mentaient ouvertement aux parents et aux élèves en organisant des cérémonies célébrant des mois et des années de torture gratuite ainsi qu'un avenir en péril puisqu'officiellement ces jeunes étaient en réalité considérés comme déscolarisés à la seconde où ils mettaient les pieds à Ivy Ridge. Déscolarisés. Lorsqu'on franchit la porte d'une école. C'est pas un truc de fou ça? Qui est le malade mental qui a eu cette idée diabolique? À qui profitent ces millions de dollars et surtout qui tire les ficelles? En réalité, la tâche a été beaucoup plus complexe, étant donné que plusieurs entreprises ont des billes dans de nombreuses écoles. Néanmoins, en fouillant bien, on a remarqué que la grande majorité d'entre elles étaient reliées à une seule et même personne, Robert Lichfield. Robert Lichfield est ni plus ni moins que le fondateur et détenteur de la WASP. Ancien mormon et ayant grandi dans une famille pauvre, il est engagé à la Provo Canyon School, une école non régulée connue pour sa maltraitance sur des élèves, et c'est là-bas qu'il apprend le métier. Il humilie et prend plaisir à provoquer les jeunes et est décrit comme un employé dictatorial. Mais son réel coup de génie, c'est lorsque la Provo Canyon School ferme. Il décide de répliquer le modèle dans tout le pays. Il commence sur sa terre natale dans l'Utah avec Cross Creek Manor, le premier programme de la WASP, avant de multiplier les écoles. Il engage même un ancien gardien de nuit avec lequel il travaillait pour en faire le visage de son entreprise. Une personne sur qui jeter la faute et endosser les responsabilités au cas où quelque chose tournerait mal. Et ce qui tourne mal, il le sait très bien. De nombreux mails ont fuité où il proposait des bonus à ses employés pour ceux qui convertiraient le plus de parents à inscrire leurs enfants. Il était conscient que les élèves étaient abusés, maltraités, certains gardés en isolement pendant des jours, voire des semaines. Tout ce qu'il répondait, c'était une marche à suivre pour gérer les unités. Et dans ce contexte, ce qu'il appelle une unité, c'est un enfant. Mais l'optimisation ne s'arrête pas là. Pour chaque programme ouvert, vous étiez franchisé. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un franchisé, prenez un restaurant de fast-food. Vous achetez les droits de vendre sous le nom McDonald's par exemple, vous achetez un terrain, les droits de la franchise McDo, et vous faites construire un restaurant qui respecte les formes, les couleurs et les décorations en vigueur. Vous recevez ensuite quotidiennement un arrivage de tous les produits nécessaires pour faire tourner votre affaire, et en échange, McDo vous prend un pourcentage de ce que vous gagnez. Pour la WASP, c'est exactement la même chose. Elle fournissait ses propres représentants commerciaux, des services aux médias, organisait des séminaires pour endoctriner les parents, en échange de quoi la WASP prenait une commission de 75 $ par enfant. Et c'est ainsi que les premiers essais de la WASP ont commencé. Voici le Hobbit, une chambre minuscule coupée de la lumière extérieure, sans chauffage ni climatisation, où les élèves y étaient enfermés la grande majorité du temps et en sortaient uniquement pour prendre une douche une fois tous les 4 jours ou pour se rendre dans cette salle de cours individuelle. Tout le monde était séparé dans des unités individuelles, assis sur un cube de bois, tout en apprentissage autodidacte. Dans ce cas-là, ça voulait dire démerde-toi. Évidemment, les élèves perdaient des points s'ils regardaient par la fenêtre, et c'était le modèle économique et éducatif de la WASP, celui qu'ils ont multiplié comme des petits pains à travers les États-Unis, et bien sûr celui qui donnera naissance à Ivy Ridge. De plus, chaque école appartenait à une entreprise, appartenant elle-même à une société, appartenant elle-même à un groupe, lui-même détenu par une autre entreprise à responsabilité limitée. En gros, un bordel sans nom, qui complexifie tellement l'affaire qu'il était impossible de savoir à qui appartient qui, quelle entreprise devait être tenue responsable des horreurs commises, et c'était un manège bien ficelé, dont l'unique but est de protéger l'homme à l'origine de tout, Robert Lichfield. Encore aujourd'hui, Robert Lichfield ainsi que ses collaborateurs et le groupe de la WASP restent impunis. En 2011, un groupe d'élèves et de parents d'élèves soutenu par 500 signataires ont décidé de poursuivre la WASP en justice pour arnaque, maltraitance sur mineurs et tout un tas d'accusations. Quelques années plus tard, un juge a classé l'affaire sans suite, annonçant que la plainte n'avait pas été correctement formulée. Bon nombre des élèves des programmes de la WASP sont décédés d'overdose ou se sont enlevés la vie des suites des traumatismes qu'ils ont vécus. Pour ceux qui sont encore parmi nous, ils ont dû se battre contre l'alcoolisme et la dépression. Il existe des groupes sur internet de survivants de la WASP qui partagent leurs douleurs et permettent de récolter de plus en plus de témoignages pour réussir un jour à faire tomber les responsables de ce véritable massacre. Les amis, c'est sur cette note un peu triste que cette vidéo se termine. Je vous invite à aller regarder le documentaire Netflix qui s'appelle Le Programme, sur lequel cette vidéo s'est appuyée du début jusqu'à la fin. En attendant, on se retrouve dans une prochaine ou une ancienne vidéo. Prenez soin de vous, c'était Juliano, ciao.